Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Il se disait le plus inconnu des chanteurs connus, il s'appelait Alain Leprest. En fait, il a été le maître à chanter d'une génération qui lui rend hommage à travers des concerts symphoniques dont vous êtes le chef d'orchestre dans tous les sens du terme. Bonjour Romain Didier. Bonjour Jacques. Alors, on va parler effectivement d'Alain Leprest, connu d'une génération qui a disparu en 2011, et vous lui rendez un hommage assez étonnant, mais on va aussi parler de vous, parce que finalement, vous avez vous aussi une carrière de chanteur, d'orchestrateur, et avant de parler du maître, on va parler, si j'ose dire, du disciple, à travers des dates clés. Et la première date que j'ai trouvée, Romain Didier, vous concernant, c'est le 14 mars 1980. C'est votre première télé, vous ne chantez pas, c'est Midi Première, c'est Nicole Croisille qui chante et elle vous présente parmi les musiciens comme le guitariste. Comme le guide, oui. Et vous en souvenez ou non ? Je me souviens, oui. C'était l'album Croisille 80 et vous êtes dans Midi Première, c'est la première fois qu'on vous voit à la télé. Je me souviens de ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à chanter, parce que j'ai rencontré, grâce à des chansons que j'avais écrites pour elle avec un auteur qui s'appelle Patrice Mitois, on avait écrit des chansons qu'on voulait placer, comme on disait à l'époque, à des chanteurs connus. Et puis il y avait Nicole Croisille qui était incontournable à l'époque. Et donc on a écrit des chansons, on est arrivé jusqu'à elle. Et puis son producteur, Sylvain Krief, qui a dit « Pourquoi tu chanterais pas ?» Donc il m'a proposé de faire un premier album. Mais en attendant que l'album se fasse, il fallait bien que je vive. Et donc elle m'a proposé de l'accompagner sur scène. Et donc je l'ai accompagné sur scène et à la télévision avec Adèle Gilbert. Et vous avez aussi chanté, Romain Didier, et votre première chanson, si mes renseignements sont exacts, c'est celle-ci. Amenez-moi devant chez moi. Amnésie. Une très belle chanson, Amnésie, c'est votre premier 45 tours. C'est pas le premier. Il y a eu avant ça, il y avait un 33 tours, oui. Avec une chanson qui passait. C'est la première fois que je m'entendais à la radio. C'était Promesse. Promesse, oui. Vous avez fait plein d'émissions de télévision avec cette chanson. Ouais, cette chanson-là, puis Amnésie est venue en 82, je crois. Et ce qui est drôle, c'est que Promesse a été reprise avec un petit texte différent par Big Flo et Oli récemment. Je ne sais pas si vous le savez. Je savais pas. Non. Ils ont fait une chanson qui s'intitule ainsi. D'accord. Alors, vous enregistrez, vous, beaucoup de chansons avec un public limité. Si vous appelez Romain Didier, c'est qu'il y a une raison. C'est que vous êtes né à Rome, à la Villa Médicis, Romain Didier. Mon père était prix de Rome de composition, donc il purgeait 3 ans magnifiques à Rome avec ma mère, et donc je suis né pendant ce séjour italien. Voilà, à la Villa Médicis, voilà. Lieu prestigieux. Alors il faut savoir qu'il y a eu un scandale récemment à la Villa Médicis, c'est que les nouveaux boursiers ont osé poser en escaladant une statue antique. Et ça a fait, sur Internet en Italie, un déluge d'insultes, car on ne touche pas aux statues italiennes. Ah bah ça, je connaissais pas cette histoire. Alors, votre père s'appelait Pierre Petit. Moi, je l'ai connu au Figaro, où il était toujours très sérieux avec son nœud papillon. Et en même temps, il avait toujours un répertoire d'histoires drôles qui lui vaudrait vraiment un déluge d'insultes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Qu'il notait. Et il a créé et dirigé l'École normale de musique de Paris. C'était Cortot qui avait créé. Oui, mais il l'a dirigé pendant des années. Il l'a dirigé jusqu'à son décès en 2000. Et curieusement, alors que votre père dirigeait une école de musique, vous êtes un autodidacte de la musique, vous n'avez pas voulu faire d'école, Romain Didier. Non, je pense que la musique me semblait tellement naturelle chez moi. Les gens se mettaient au piano, ils jouaient, je comprenais pas pourquoi, il me fallait que je transpire pour apprendre à faire des trucs. Puis j'avais envie Puis souvent, les fils de cordonniers sont pas forcément les mieux chaussés, donc ils me laissaient un peu faire comme je voulais, et j'ai fait comme j'ai voulu. Donc j'ai, petit à petit, uniquement à l'oreille, appris et je continue à m'améliorer de jour en jour. Oui, et vous avez débuté dans les pianos-bars, comme De Funès, comme Gérard Calvi, prix de Rome. C'était votre apprentissage. Voilà, j'ai commencé avec une demi-heure de répertoire, et puis après, j'ai bien aimé faire ça, j'ai bien aimé communiquer, voilà, faire plaisir aux gens des choses qu'ils avaient envie d'entendre, et j'ai fait des gammes. Et ceux qui vous ont repéré dans ce piano-bar, c'était l'équipe de Gilbert Bécaud, je crois. Oui, ça c'est un beau début d'aventure. Enfin, c'est-à-dire que j'avais cet ami Patrice Mitois, donc avec qui on a écrit des chansons. Dont le père a écrit Croque-Monsieur, Marcel Mitois, une comédie où a débuté Jacqueline Maillan. Exactement. C'était un auteur à succès de pièces de boulevard. Enfin, c'est un type formidable que j'ai peu rencontré, mais un petit peu. Et donc avec Patrice, on a écrit des chansons, et lui, il était copain avec Gaïa Bécaud, un des fils de Gilbert. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire
des orchestrations et des musiques pour le compte du Rideau Rouge, qui étaient les éditions et productions de Gilbert Bécaud. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré un jour Francis Lemarque. Francis Lemarque, qui était le créateur de À Paris, des chansons de Montand, et vous avez aussi travaillé pour lui. Il a débuté, je crois, avec son frère, et il a été repéré par les frères Prévert, justement, quand personne ne croyait en lui, Francis Lemarque. Ben oui, il a écrit un joli bouquin, d'ailleurs j'ai la mémoire qui chante, où il raconte un petit peu les deux parties de sa vie, celle de Nathan Korb, qui est son vrai nom, et Francis Lemarque, celui qui lui a été donné après. Et c'est une belle traversée, il y a comme ça des belles traversées de siècles par les gens, et celle de Francis, il a traversé le siècle avec une pâquerette entre les dents, je trouve. Oui, et il fait partie d'une tradition de la chanson française que vous défendez ardemment, Romain Didier. Bah, c'est le terreau sur lequel j'ai grandi. Moi, j'ai appris vite, je me suis intéressé à la chanson, parce que sûrement, on ne m'a pas amené à m'intéresser à de la musique plus savante et plus classique. Donc, ça m'a nourri, j'ai écouté ça là, mais voilà, la chanson, je suis issu de ça, quoi. Oui. Et en même temps, une chanson française traditionnelle qu'il faut défendre plus que jamais aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a je suis pour suivre les mouvements, mais sans oublier et puis sans voir ce qu'on peut tirer encore de ce qui nous a fait plaisir, de ce qui nous a élevés. Alors, forcément, je suis issu de ça et j'essaye de transmettre ça, mais moi, je pense qu'on ne devient fort que quand on se métisse, quand on se rencontre, quand on se mêle, et d'où cette envie que j'ai de mêler la chanson à d'autres esthétiques comme le classique et des choses comme ça. Voilà. Et pour l'instant, vous défendez quelqu'un qui a été cher à votre âme et à votre cœur. On en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 31 mars 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Romain Didier. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Romain Didier. Nous allons évoquer Le Prest en symphonique, un album étonnant avec d'autres intervenants. Et justement, Alain Le Prest, il est au cœur de notre émission avec une date, le 31 mars 1985. C'est le jour où à Bourges, il arrive avec un accordéoniste. Tous les autres artistes sont des musiciens. Et il va faire un triomphe avec son seul accordéon et sa chanson. Ah oui, c'est un souvenir. J'étais pas là, mais je chantais le lendemain avec Paolo Conte au Printemps de Bourges. Et on avait le même agent. Et j'arrive à Bourges, c'est un petit peu vexant parce que les gens ne parlaient que de ce qu'ils avaient vu la veille. C'est Le Prest avec le marchand à l'accordéon. Et je vois Jean-Michel Boris qui en parle. Tout le monde sortait qui dirigeait l'Olympia, tout le monde qui sort de là, vraiment encore dans l'émotion, quoi. Et donc on s'est rencontrés, il est venu assister à mon concert, je le vois encore derrière les Pendrillons, Le Prest, parce que cet agent nous a mis en contact. Et du coup, on s'est rencontrés après et on s'est mis vite à écrire des chansons ensemble. Pourquoi ce coup de foudre? Lui disait, moi je suis un voyou, et finalement Romain Didier aurait voulu être un voyou. Je pense qu'on est attiré par ses contraires. Oui. Et de cette histoire où le côté très très proche des gens, très populaire, très bistrot, très coup de rouge, très volubile. Il avait on va parler de ses qualités, mais cette hémorragie de mots qu'il écrivait, c'était incroyable à voir. Et puis encore une fois, dans les bistrots, proche des idées, il était et moi plutôt bourgeois dans mon coin d'un seul coup. Donc moi je rêvais un peu de ce qu'il faisait, et lui il a rêvé de Papillon. Et donc le projet qui nous réunit aujourd'hui autour de ça, c'est un peu ça, c'est de se retrouver en Nœud Papillon. Et votre première collaboration, c'est une chanson que les fans d'Alain Le Prest connaissent, ça s'appelle Mec. Mec, ta beau être silencieux, j'entends quand t'es pas là. Je te dirais pas que ça fait comme une main qui me manque. Même dans les chansons cons. Moi, aujourd'hui, dans cette émission, le but, c'est de faire découvrir à celles et ceux qui ne connaissent pas Alain Le Prest, parce que finalement, il avait son public. Il avait un public très limité, mais fidèle, Romain Didier. Ce qui est très curieux chez Le Prest, la grande particularité, c'est qu'il avait un public. Autour de lui, il y avait plein de fidèles qui suivaient, qui grossissaient. Il avait un vrai public. Mais il a jamais touché ce qu'on appelle le grand public. Et curieusement, avec Didier Pascalis, qui est son producteur, qui l'a accompagné les 10 dernières années de sa vie et qui est sur les projets actuels et qui n'a
qui s'est donné comme but dans la vie de faire connaître le Prest au plus grand nombre, il avait fait une série de CD qu'on appelait Chez le Prest, numéro 1, numéro 2, où quand même de Adamo à Higelin, en passant par Fugain, en passant par Olivia Ruiz, sont venus chanter de son vivant des chansons de Le Prest. C'est-à-dire que le métier, comme on l'appelle, le métier savait le talent incroyable de ce bonhomme, et un peu cette mauvaise conscience de savoir que celui qu'on sait être le ou parmi les meilleurs n'a pas cette reconnaissance. Donc il y avait une sorte de mauvaise conscience quand même. Alors on va raconter un peu son histoire d'Alain Leprest. Il est né à l'Estre dans le Cotentin, et il y a une chanson d'ailleurs qui résume sa jeunesse, ça s'appelle Mont-Saint-Aignan. À Mont-Saint-Aignan, près de Rouen, j'ai laissé des sioux, des cailloux, des joujoux, des bouts, des cibous, des arcs-en-cieux, des carnavaux. Alors, il a grandi à Mont-Saint-Aignan près de Rouen, d'ailleurs où sont nés Jacques Anquetil et Vincent Lagaffe. Oui, c'est-à-dire que C'est trois choses différentes. Je pense je crois qu'il était de l'Estre à côté, Oui. mais comme la maternité était à Mont-Saint-Aignan, je pense que tous ces gens qui étaient du coin sont nés à Mont-Saint-Aignan. Alors Alain, il y a deux ailes comme le philosophe, curieusement. Quelquefois on le voit écrit avec deux ailes. Pourquoi? On n'a jamais su. Mais je pense que c'est pas une invention de Leprest. Je pense que c'est parce que je crois que son père a été trop ému quand il a été le déclaré. Il a mis deux ailes. Ce qui lui va bien, je trouve. Son père était menuisier, un modeste menuisier, et Alain Leprest, il était destiné à faire des études, enfin à travailler comme ouvrier ou comme carreleur ou autre chose dans ce genre-là. Peintre, oui. Peintre, oui. Oui. Après, il est passé de la peinture en bâtiment à la peinture artistique, parce qu'il a fait des tableaux qui sont. Il fait partie de ces gens qui comme Hugo, comme Cocteau, comme dessinaient. Et dessinait et peignait très bien. Le premier à l'avoir découvert et à l'avoir soutenu, c'est Jean Ferrat lorsqu'il était encore à Ivry-sur-Seine. Il adorait Alain Leprest. Oui, je pense que ça a été un des premiers. Moi, j'ai connu Alain quand il venait d'arriver de Rouen. En fin de compte, il avait commencé à chanter un petit peu là-bas, et il a rencontré effectivement Jean Ferrat et Gérard Mess qui produisait Jean. Voilà, ça s'est fait comme ça à Ivry, oui. Et alors, il a fait l'inverse de ce qu'a fait Jean Ferrat, c'est-à-dire que lui, c'est pas les disques qui ont marché, c'est la scène, alors que Jean Ferrat, on a toujours l'impression qu'il a fait ses adieux sur scène il y a très très peu de temps avant de mourir, alors qu'il les a fait en 1970, mais c'était tellement mythique que les gens ont cru que c'était hier. C'est ça. Et Jean Ferrat croyait en Alain Leprest, et il voulait l'aider parce qu'il y avait toute une bande autour de véritables chansons françaises que vous défendez aussi, Romain Didier. Oui, enfin, je chante pas et j'écris pas en me disant je défends quelque chose, mais effectivement, Leprest fait partie de cette tradition Ferré, Brel, Brassens, elle l'a traîné, cette écriture-là. Oui, et en même temps, je parle de Ferrat, il a vécu et il est mort à Entraigues. Où était Jean Ferrat, Alain Leprest? Mais c'est vrai que, je ne sais pas si vous avez connu Entraigues, mais c'est ce village très particulier en Ardèche où beaucoup d'artistes étaient venus s'installer, ou en tout cas avaient des attaches, et il y avait un maire qui était Jean Saussac, qui était peintre, et qui avait amené, comme ça par son carnet d'adresses, plein d'artistes, dont effectivement, dont Alain. Et donc sur ce piton rocheux, il y avait on s'envoyait de terrasse en terrasse des poèmes et des machins. Enfin, c'était quand même un endroit assez insensé. Oui, alors il a fait aussi ce qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en Normandie notamment, il y avait des tas de petits cabarets, et il allait régulièrement dans les petits cabarets. Il y en a un qui s'appelle le Bateau Ivre, où il y a une place d'ailleurs Alain Leprest juste à côté. C'est-à-dire qu'il vivait dans ces cabarets, il passait, il repassait Alain Leprest. Je pense que c'est la vie artistique d'Alain est très proche de sa vie personnelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a pas un personnage. Pour moi, il n'y a pas un personnage privé, un personnage public. C'était le même personnage. Quand Leprest faisait une balance, ce qu'on appelle avant le spectacle, c'est-à-dire qu'il faisait sa répétition l'après-midi devant juste le technicien et 2-3 intimes qui étaient là, qu'il avait amenés, il chantait, il vendait la salade comme s'il avait 500 personnes devant. Enfin,
il y a pas un acte, tout était chanson. Voilà, sa vie était chanson. Donc, il aimait parce que le contact des gens, c'est peut-être plus facile dans un petit lieu. On a les gens, on a les réactions tout de suite. C'est plus convivial. Oui. En même temps, il ne voulait pas au départ chanter, il voulait écrire quand il est arrivé à Paris, Alain Leprest. Et c'est Henri Tachant qui a fait la première partie de Brassens à Bobino, entre autres, et qui a été encouragé par Brel. Eh bien, Tachant a encouragé Alain Leprest à faire de la chanson et à chanter. Oui, ça m'étonne pas. Mais je pense que tous les gens qui ont côtoyé Leprest et qui avaient éventuellement la main dessus, un petit peu de pouvoir, je veux dire, comme ça, de faire reconnaître, ont tous eu envie de faire ça, quoi. Oui, et on disait à l'époque de Leprest, quand il est arrivé, vous êtes le nouveau Jacques Brel. Ça va être un peu lourd à porter, mais oui, c'est-à-dire que moi, j'ai vu Brel à l'Olympia. J'ai eu la chance d'être assez dernière à l'Olympia. Je suis rentré, je suis sorti, pas le même c'est pas le même bonhomme qui est rentré et qui est sorti de ce spectacle-là. Leprest, c'était pareil. À chaque fois que je faisais découvrir Leprest à quelqu'un en lui disant viens à un spectacle, c'était pas le même à la fin. Voilà. Et il faisait les petits cabarets, c'est-à-dire le caveau de la Bolée à Saint-Germain-des-Prés, qui sont des lieux où il y a 50 personnes. Et à l'époque, on payait 5 francs, je crois, à l'entrée, consommation comprise. Il était là-dedans, remarqué par quelques-uns, mais ça n'allait pas plus loin. Oui, ça a été la vie. On se demande pourquoi. Alors, il y a peut-être une part qui est structurelle chez Alain. Peut-être qu'il y avait la peur de la gagne. Peut-être, je sais pas moi, ce qui fait que. Mais tous les producteurs que j'ai connus, et il y en a eu quand même quelques-uns qui ont essayé de faire ce travail pour lui, de le sortir de l'anonymat, le faire connaître au plus grand nombre et l'amener sur d'autres scènes. Le seul qui a réussi à tenir ce pari-là, c'est Pascalis. Voilà, parce que c'est pas facile. Bon, en plus, après le concert, il buvait un petit peu. C'est-à-dire que dans les bars, il était connu pour rester tard le soir. Pas qu'après. C'est-à-dire, c'est vrai que c'était quelqu'un qui avait quelques verres dans le nez. D'ailleurs, il l'a chanté. Et à la manière de Blondin, à la manière de quelques autres, ça faisait partie de son personnage. Oui, on a fait ensemble les chansons d'un album. Je voulais faire chanter Jean-Louis Foulquier. Oui. Et à l'époque, j'avais parrainé un des arrêts de boisson de Leprest. Et donc, j'avais fait. Il a écrit une chanson pour Jean-Louis qui s'appelle J'enterre ma vie de glaçon. Oui. Et voilà, donc il écrivait très très bien sans alcool aussi. Voilà. Et moi, je me souviens de lui, curieusement, alors qu'il était de gauche, il lisait le Figaro, il me l'avait un jour avoué, c'était un personnage totalement... La politique, c'était aussi bien à droite que la gauche. Je pense que la particularité, c'est que le Parti communiste, pour lui, parce que c'est de ça dont on parle, oui. Le Parti communiste, c'était la vision et l'odeur de la paye du père qui est sur la table. Voilà, ça a quelque chose de chaleureux, voilà, c'est proche de sa vie intime. Mais Leprest achetait tous les matins tous les journaux. Moi, je l'ai eu souvent chez moi. Donc il partait chercher tous les journaux, dont le Figaro, Le Monde, Libé. Et il trouvait d'ailleurs des idées dans les journaux, des idées de chansons. Ben oui, et puis il disait tout le temps qu'il volait. Qu'en fin de compte, je l'ai souvent entendu dire qu'il volait la vie des gens. Lui, il était juste là pour écrire ce qu'il entendait. Oui, et il se disait, certaines chansons, c'est des chansons reporters. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, et vous avez fait aussi une chose étonnante avec lui, pour un public très différent, ça s'appelle Pantin et Pantine. Le petit bal des vélos cassés, chanson pour enfants. Alors, quand on raconte Alain Leprest tel qu'on l'a raconté, Romain Didier, on imagine mal dans cet univers Disney. Oui, parce qu'on est chez Disney, en tout cas pour enfants. C'est-à-dire que l'idée pour faire rapide, le directeur du conservatoire de Bourgoin-Jallieu, qui est dans l'Isère, me demande d'écrire un conte musical, et je lui dis, je vois quelqu'un avec qui je pourrais faire ça, un opéra pour enfants, c'est Alain Leprest. Et du coup, Alain se met à imaginer, on se rend compte, pourquoi pas l'histoire d'un petit pantin, une petite pantine, qui ressemble un peu à Coluche, qui meurt aussi d'un accident de vélo et non pas d'un accident de moto. Voilà, il y a une sorte de parallèle. Et puis l'idée étant que la parole de ceux qui partent doit rester, et c'est ça qu'on doit valoriser. Donc c'est une belle idée. Ça démarre très mal. Ça démarre par il est mort le divin enfant. Il faut dire que c'était du Leprest. Donc on fait ce conte musical.
Et ça continue, c'était créé en 97, et ça continue à être joué. Moi, je l'ai vu avec l'Orchestre du Capitole à Toulouse, je l'ai vu à droite ou à gauche, ça continue à... Et ben voilà, on connaît les œuvres, on ne connaît pas l'homme, et là, vous avez encore une nouvelle façon de le mettre en valeur, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, le 15 novembre 2019. A tout de suite sur Sud Radio avec Romain Didier pour parler d'Alain Leprest. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h20, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, le clé d'une vie, c'est de mon invité Romain Didier. Le 15 novembre 2019 est sorti Leprest en symphonique, donc on a parlé d'Alain Leprest, et là vous lui rendez un hommage particulier, puisqu'avec Clarica, Cyril Mokaïes, vous et Sanseverino, il y a un album, une série de concerts qui sort. Comment est né ce projet, Romain Didier ? Ce projet est né, on en parlait tout à l'heure en parlant de Leprest et de ses aspirations, en tout cas de faire se rencontrer les contraires, un petit peu les opposés. J'ai toujours entendu un petit peu comme ça qu'il aurait rêvé d'avoir un habillage classique, un peu symphonique musicalement, un peu de papillon. Et donc, de son vivant, en 2011, on a commencé à faire un album que Pascalis a produit, symphonique, mais que Leprest devait faire seul. Donc on avait commencé à prendre les voix en studio pour voir comment j'allais orchestrer tout ça. Et on a commencé, au bout de 7 voix enregistrées de Leprest, on s'est dit, c'est bon, on finira ça en septembre. Malheureusement, le mois d'août est arrivé entre-temps, et la disparition d'Alain Leprest. Il a mis fin à ses jours. Il a mis fin à ses jours. On s'est dit, voilà, est-ce qu'on arrête ou est-ce qu'on continue ? Et on s'est dit, par fidélité, on continue, on demande aux copains de venir terminer l'album. Donc on a demandé à Daniel Lavoie, à Sanseverino, à Enzo, à Christophe, à Kent, de venir, et Jehan, de venir terminer l'album. Donc j'ai orchestré ça, et ça a fait un album qui est sorti en 2011, et j'étais contacté par l'Orchestre national des Pays de la Loire il y a 2 ans, en disant, mais nous on aime cet album-là, est-ce qu'on pourrait pas le faire sur scène ? Donc du coup, formidable, allons-y. Sur les 12 chansons ou 13 chansons qu'il y avait sur cet album, on a enlevé 4-5 qui se prêtaient moins au traitement de la scène. Donc j'ai réorchestré 15 ou 16 autres chansons. Et on s'est dit, je vais pas faire ça tout seul. Donc on a demandé à des chanteurs qu'on aime bien, et des gens, voilà, on a demandé à des talents qui nous entouraient, dont Sanseverino, Clarica, que j'aime beaucoup depuis longtemps, et Cyril Mokaïes, que j'ai découvert, qui est une merveille, voilà. Et puis on a fait cette série de concerts à Nantes, et on a profité des 3 jours où on était dans la même salle à Nantes pour enregistrer cet album. Alors cet album, il existe, et on va écouter une de ses chansons qui s'appelle « Donne-moi de tes nouvelles ». C'est un bon titre pour parler d'Alain Leprest, par Sanseverino. Donne-moi de mes nouvelles et ma cinglette à carreaux. Fait-elle toujours des merveilles au championnat de tarot? Connaît-on encore Leprest? Fait-il toujours des chansons? C'est de l'autodérision. Souvent. Sanseverino, c'est un musicien de jazz, manouche. Il était fan de Alain Leprest. Je crois qu'il est comme il connaissait Leprest. Il n'était pas dans le cercle intime d'Alain, mais il le connaissait. Oui. Et alors, donc, Sanseverino enregistre cet album, et c'est vrai que ça correspond à l'univers de Leprest, qui faisait aussi beaucoup de concerts comme Sanseverino. Leprest ratait aussi certains concerts. Il y a un concert à la Fête de l'Humanité, où on l'attend encore, sans doute parce qu'il avait un peu abusé. Et il y a, paradoxalement, il y avait dans ses fans Jean d'Ormesson, qui disait c'est le Rimbaud du XXe siècle. C'était pas franchement un gauchiste, d'Ormesson. Non, voilà. Donc oui, comme quoi il avait la reconnaissance un peu à 360 degrés. Rimbaud, qui a écrit d'ailleurs à l'âge de 15 ans et qui a arrêté 5 ans plus tard pour apprendre les langues. Mais alors que Leprest a continué. Oui. Alors, il répondait, Alain Leprest, je suis un Rimbaud à la voix de clope. C'est joli, hein ? Oui. Oui. Mais c'est vrai, ça correspond à ce qu'il n'avait pas une vie à la Rimbaud pour l'instant. Non, mais il avait une... Enfin, le parallèle avec Rimbaud, c'est difficile. La voix de clope, ça me parle bien. C'est-à-dire qu'il était... On disait tout à l'heure que tout était chanson chez lui. Il profitait de n'importe quel paquet de cigarettes qu'il dénudait pour écrire des textes dessus, les nappes de restaurant. La vie était chanson, la vie était une suite de vers
raconte le quotidien et qui le rend universel. Alors, ce qui est particulier, c'est qu'il a écrit près de 1000 chansons. Il y en a 369 déclarées à la SACEM, parce que les autres, il les a écrits sur des bouts de papier qu'il a donnés à des copains avec un petit dessin ou une dédicace. C'est ça. Après, il y a tout ce travail qui consiste à essayer de récupérer, parce que ça, voilà, pour le presse, ça serait bien que tout se rassemble un jour voilà, chez celui qui gère le droit moral et qui permette de garder vos papiers, mais au moins qu'on puisse répertorier les chansons. C'est fou, il écrivait plein de chansons, il s'en moquait totalement. Oui, il ne se souvenait plus très bien, il écrivait des trucs, mais encore une fois, tout était prétexte à ça. Donc il devait se regarder vivre, à mon avis, il devait se regarder écrire. Alors quand on disait qu'il était le nouveau Jacques Brel, c'était lié à une chanson que vient de reprendre dans cet album Cyril Mokaïès. Aux plus hautes branches de la Manche, il pleut sur la mer et ça sert à rien. Effectivement, il y a des inflexions de Brel, l'univers de Brel n'est pas loin. Sûrement, enfin, c'est la même dose d'émotion que Brel faisait passer et que Le Presse faisait passer aussi. Voilà. Il disait, Alain Le Presse, je fais des chansons mélancoliques, mais je veux ouvrir la porte au bonheur. Oui, c'est bien. Je pense que vu le bonheur qu'il procure à ceux qui ceux qui le découvrent et qui prennent le temps de découvrir. Maintenant, on vit de façon très accélérée tout, donc on a du mal à écouter du premier titre au dernier un album. Maintenant, on écoute un peu de façon ponctuelle les trucs, mais celui qui a le bonheur de rentrer là-dedans, à mon avis, oui, ça le rend heureux. Alors, dans ces points communs avec Brel, il y a le fait qu'il se couchait à 7h du matin, comme Brel parfois, et il y a aussi Brel a eu des problèmes avec les producteurs, je ne sais pas si vous le savez, mais en 62, il est chez Philips, un comptable décide que ses disques coûtent trop cher à faire et le vire. Et c'est comme ça que le plat pays est passé directement chez Barclay. Effectivement, ça n'était pas simple. Ça aussi, c'était un véritable problème. Il voulait tranquillement faire ses chansons et peu importe les moyens financiers. Oui, je pense que il remettait les choses un petit peu... Le Presse remettait un petit peu les choses à leur place. C'est-à-dire qu'il avait une place d'auteur, d'artisan qui revendiquait complètement. Et les problèmes de production, de médias, de machin, c'était vraiment, on sentait que c'était pas... Bon, il est content quand les gens l'aimaient bien, et forcément, je dis pas que... Mais c'était pas le but, quoi. Le but, c'était de bien faire et de bien raconter les autres. Et c'est pour ça qu'il touche plein de gens aujourd'hui, même s'il est inconnu des médias. Et il y a quelqu'un, effectivement, qui l'a rechanté dans cet album. Ça s'appelle Nu, et c'est Clarica. Nu, j'ai vécu nu dans des vignes sauvages, nourries de vin d'orage et de corsages émus. Nu, vieil ingénu, j'ai nagé dans tes Là cieux. aussi, chanson que seuls les initiés connaissent et qui est une des plus belles chansons d'Alain Le Prest. Ouais, c'est une merveille, cette chanson, ouais. Alors, lui, il se mettait à nu moralement quelquefois. Il revendiquait son statut de plus inconnu des chanteurs connus en disant au moins, j'ai pas de problème de célébrité, je risque pas de retomber. Oui. C'est vrai ? Oui, mais ça aussi, c'était... Il a fait avec ça. Je sais pas intimement si... il aurait peut-être rêvé de rencontrer le grand public. Je pense que quand on fait un métier public, on rêve de ça. Mais voilà, le fait d'être... la reconnaissance qu'il avait par ses pairs et par les gens qui l'aimaient bien, ça vaut toute la reconnaissance. On le voit peu à la télévision. Pascal Sevran l'a invité plusieurs fois. Philippe le fait aussi. Mais sinon, on le voyait jamais. Non, jamais. Enfin, très peu, oui. Il disait « Je n'ai ni Dieu, ni maître, ni contremaître ». Ça correspond exactement à cet esprit. Alors, justement, ces concerts symphoniques, il a fallu choisir des titres pour créer ce spectacle. Comment vous avez fait ? Alors, c'était un peu... D'abord, il y avait ceux qui existaient déjà dans l'album 2011, qui a servi de référence, de point de départ à notre projet. Et puis après, c'était des chansons dont les musiques me semblaient, à moi, qui ai fait les orchestrations, les plus propices à être... où il y a le plus de matière harmonique et mélodique qui permettent de faire quelque chose. Sans penser forcément, d'ailleurs, aux compositeurs qui ont écrit, parce qu'il a eu des compositeurs formidables, le Prest. Il a eu... je sais pas, Goupil qui a écrit des chansons, il y a eu Gérard Pierron qui a fait des chansons, qui a fait des musiques magnifiques, voilà. Tout le monde n'est pas sur cet album-là et j'ai pas fait exprès. Enfin, oui, alors,
Mais pardon. En même temps, ce qui est fascinant, c'est que vous avez réussi à monter une tournée de concerts symphoniques. Comment ça se passe? Que ça a démarré, je crois, à Montaigu le 7 novembre. Dans quelques jours, le 24 janvier, vous serez à Saint-Étienne-du-Rouvray. C'est pas désagréable, surtout quand on sait qu'il aimait le vin. Ensuite, il y a Coutances, Limoges, Niort, les Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, toute la France. Vous allez suivre ces concerts. Alors dans les concerts qu'on donne là en Normandie bientôt, à Saint-Étienne-du-Rouvray et ensuite à Coutances, c'est avec un autre orchestre, c'est l'orchestre régional de Normandie, Oui. toujours dirigé par Dylan Corley, qui est un chef assez formidable, Oui. vraiment. Et Sanseverino, qui est pris par d'autres occupations, parce qu'il sera un truc, c'est Enzo qui est sur la tournée, et pour qui, avec le presse, on avait écrit des chansons, et elle trouve tout naturellement sa place dans ce projet. Oui, mais c'est une folie, ce projet. Avoir un orchestre symphonique alors que les temps sont durs et faire c'est génial. C'est le plus bel hommage qu'on puisse lui rendre. Bah, je pense. Et puis on a très envie de donner, on a très envie de procurer l'envie de d'autres orchestres régionaux ou nationaux de prendre le flambeau. Et là, on va le faire donc en Aquitaine, ensuite à Niort et avec l'orchestre d'opéra de Limoges. À Niort et à Limoges. Et puis après, on a des contacts avec Rhône-Alpes, avec d'autres régions, et on va essayer de le faire beaucoup. Et dans cet album, vous êtes naturellement présent avec les grilles. Vin, berge, l'amour en caserne, le cœur en guérite, le fort de Vincennes, les yeux de Marguerite, qui se déshabille derrière les grilles. Ça aussi, il était hors gris, Alain Leprest. Cette chanson, vous êtes naturellement dans cet album, vous y avez tenu, Romain Didier. Vous avez tenu à être chanté dans cet album. C'était la proposition de départ, c'est que je sois sur cet album aussi, donc je chante 3-4 chansons comme chacun. Voilà. Et en tout cas, ces concerts, donc la prochaine date, c'est le 24 janvier à Saint-Étienne-du-Rouvray et ensuite le 25 à Coutances. Et toutes les autres dates sont sur Internet. Et vraiment, je conseille à celles et ceux qui ne connaissent pas Alain Leprest de le découvrir à travers cet album et à travers les autres albums. Merci Jacques. Merci Romain Didier d'avoir participé à ces clés d'une vie, d'avoir défendu Alain Leprest et de continuer à le défendre. Dans quelques instants, on retrouve Brigitte Lahaie et nous, on se retrouve demain pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à demain. Sur